Bonjour à tous, Oxygène reçoit aujourd'hui Aude Luquet, bonjour. Bonjour. Député modem de la première circonscription de Seine-et-Marne, Melun et les environs, Melun, Damary, Volpénil, Montreux-sur-le-Jard. Alors avec vous, évoquer l'actualité et puis on s'approche de plusieurs échéances électorales, présidentielles, législatives, etc. Alors peut-être aborder plusieurs thématiques qui concernent cette circonscription, la vôtre de Seine-et-Marne, la sécurité. Votre mandat aura vu la délinquance et les agressions alors se multiplier, il faudrait voir les chiffres, en tout cas faire beaucoup parler d'elle, notamment le quartier de la gare de Melun, à tel point que Melun-Val-de-Seine va créer une police intercommunale armée, c'est ce qu'ils annoncent récemment. Comment, de votre point de vue, résoudre ce fléau de l'insécurité sur Melun et les environs ? Écoutez, la sécurité est effectivement une priorité, en tous les cas du gouvernement et des élus que nous représentons dans la majorité présidentielle. Il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises. Alors je vais les prendre un peu globalement. C'est-à-dire que déjà on a eu une augmentation des budgets, notamment du ministère de l'Intérieur avec plus 4 milliards d'euros. Et il y a aussi la création de 10 000 postes de gendarmes et de policiers. Alors cette présence sur le terrain, on l'a aussi sur la circonscription de Melun et sur la Seine-et-Marne. C'est 544 policiers supplémentaires sur la Seine-et-Marne et 26 sur la circonscription de Melun à partir du mois de mai. Et je crois que c'était important parce que c'était une demande des forces de l'ordre que moi j'ai relayée à titre personnel auprès de Gérald Darmanin. Il y a un travail qui est fait, il y a une présence policière qui va être de plus en plus importante. Il y a effectivement une vigilance de tous les instants, à la fois du gouvernement, du préfet qui est effectivement sur le terrain. Et il y a effectivement, je peux le confirmer, sur les territoires et notamment sur ma circonscription, quelques inquiétudes et quelques présences insécuritaires. On l'a vu encore dernièrement. Et malheureusement, puisqu'il y a eu le meurtre d'un jeune homme à la gare de Melun. Ok, donc la présence, le nombre, les effectifs, c'est une réponse qui est apportée de votre point de vue. Y a-t-il d'autres réponses également apportées ? Oui, alors cette première réponse, c'est la présence sur le terrain. La deuxième réponse, c'est le travail que peuvent faire les associations dans les quartiers. Et ça aussi, c'est une deuxième réponse, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être sur le tout répressif, il faut aussi être sur le préventif. Et la troisième réponse, c'est que la justice prenne des décisions fermes au niveau des sanctions. Je crois que c'est une attente de la population et de tous les habitants. Alors, la sécurité, on vient d'aborder ce thème. Parlons d'une proposition que vous faites, ou en tout cas d'une idée que vous avancez dans une interview récente autour de la loi SRU, donc c'est-à-dire le quota de logements sociaux par commune, 25%. Vous dites il ne faudrait pas que ça s'applique automatiquement à toutes les communes, mais plutôt à des agglomérations. Pourquoi ? Écoutez, depuis le début de mon mandat, j'ai fait cette proposition aux ministres successifs du logement, c'est-à-dire de dire aujourd'hui, sur l'agglomération, si on prend l'agglomération de Melun-Val-de-Seine, on s'aperçoit qu'il y a des communes qui ont beaucoup de logements sociaux. On s'aperçoit que ça génère aussi quelques problématiques et qu'on est obligé de retravailler sur l'aménagement du territoire, sur les logements, sur la rénovation urbaine, ce qui a un coût. Puisque vous savez, sur Melun, on est sur l'ANRU 2, ce qu'on appelle l'ANRU 2, donc des destructions, des reconstructions. Donc à un moment donné, il faut peut-être réfléchir sur les logements sociaux et voir que on devrait plutôt travailler sur un territoire et avoir un taux de logement social non pas par commune, mais par agglo, ce qui permettrait aussi aux communes qui sont plus petites de ne pas avoir forcément les 25% de logements sociaux qu'on leur demande. Parce qu'on s'aperçoit, lorsqu'on va sur ces communes-là, qu'il y a un problème, de construction, ça déséquilibre l'aspect financier et ça peut déséquilibrer aussi le peuplement, l'équilibre entre les villes. Et on s'aperçoit que c'est pas très très bon. Donc c'est les propositions que j'avais faites, moi, aux différents ministres de logement. Et j'ai pas rencontré beaucoup de succès, mais je ne désespère pas qu'un jour ça puisse arriver. Ok. Donc pour ces logements sociaux, c'était bien d'éclairer parce qu'aujourd'hui, par commune, certains disent qu'il faudrait la supprimer. Vous faites une espèce d'entre-deux. Oui, et puis là, on a, dans le cadre d'une loi qui s'appelle la 3DS, qui a été votée récemment, on a prolongé la loi SRU jusque, normalement, c'est 2025. On a ajouté 6 ans de plus, une prolongation, pour qu'il y ait une adaptation et pour qu'on puisse voir aussi l'aspect différencié entre les communes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas appliquer tout le temps les mêmes décisions sur toutes les communes. Il faut regarder s'il y a une attractivité, s'il y a une vraie demande de logements sociaux, si par exemple il faut aussi une adéquation, moi je crois, entre l'emploi et le logement, entre les transports et le logement. Donc voilà, il faut plutôt une vision globale et c'est dans cet esprit-là que j'avais proposé un taux intercommunal plutôt qu'un taux communal. Il y a beaucoup de communes qui sont carencées sur votre circonscription ?
Il y en a un certain nombre, oui. Alors sur le sud, il y a beaucoup de communes rurales, donc vous savez que c'est moins de 1500 habitants. Mais il y a effectivement, lorsqu'on prend même sur la France entière, il y avait 2100 communes qui étaient concernées. Il y en a 1100 qui sont déficitaires. Donc on a un petit peu de travail à faire. Maintenant, il faut pas le faire n'importe comment. C'est-à-dire qu'il faut prendre en compte la réalité du terrain et construire à tout crin. C'est pas non plus la solution. Alors, vous dites logement, emploi, ça va aussi avec les transports. Les transports, on a appris la semaine dernière dans le rapport d'Île-de-France Mobilité que les lignes R et D sont dans le top 3 des lignes les moins ponctuelles d'après le dernier pointage. Comment enfin résoudre ces problèmes ? Alors déjà, entre Île-de-France Mobilité et la SNCF, ils ont signé un contrat ponctualité avec un des taux que la SNCF doit atteindre. Donc on n'est pas très très loin, je crois qu'on est à 85%, alors que le taux est à 87% pour la ligne R et la ligne D. Il y a des progrès qui ont été faits. Moi, je rencontre assez régulièrement la direction de la SNCF. Je suis moi membre de la commission développement durable et aménagement du territoire, donc on parle beaucoup transport. Je prends le train pour aller à l'Assemblée nationale, donc je vois comment ça peut se passer. Il y a des choses qui s'améliorent. Alors quand ça va pas du tout, quand il arrive qu'il y a des moments où ça coince totalement, voilà. Mais je pense que les choses s'améliorent. Au-delà de ça, il est vrai que c'est là encore une vision globale que nous devons avoir. C'est comment nous voulons circuler, quelle mobilité nous voulons avoir, aussi bien dans les territoires très urbanisés que dans les territoires ruraux. Aujourd'hui, il y a 10 associations d'usagers qui saisissent Valérie Pécresse en lui disant qu'il faut revenir au 100% au niveau du nombre de trains, de l'offre. Dans nos transports en commun, vous êtes d'accord avec eux ? Aujourd'hui, on a un petit souci aussi de circulation sur le terrier de Bercy, c'est-à-dire qu'à Bercy, il est très difficile d'avoir une augmentation de fréquence de train parce qu'il y a un problème technique. Et réaménager ce qu'on appelle le terrier de Bercy, qui permettrait d'avoir des trains supplémentaires, coûte énormément cher. Donc aujourd'hui, c'est pas. Vous avez vu la situation de la SNCF avec la pandémie. Je pense que c'est pas aujourd'hui qu'ils vont investir dans ce type d'aménagement, malheureusement. Alors voilà pour les sujets locaux, on peut parler de l'actualité en général. Tout d'abord, le convoi de la liberté qui est passé par la Seine-et-Marne, Provins, Meaux, ce n'est pas votre circonscription mais quand même, la forêt de Fontainebleau, ce week-end, 500 véhicules. Est-ce que vous comprenez ce mouvement et ceux qui le rejoignent à la fois pour dire leur opposition au pass vaccinal mais aussi pour dénoncer le manque de pouvoir d'achat ? Alors, le comprendre, oui. Maintenant, la manière de l'exprimer, je ne suis pas certaine de tout saisir. Se transporter en voiture bloquée, je crois qu'aujourd'hui on sort quand même d'événements assez compliqués. On a eu 2 ans de pandémie, on est en train de sortir, on retrouve la liberté parce qu'on a effectivement ce pass vaccinal. Si on pouvait ne pas l'avoir, je serais la première à être ravie de ne pas avoir de pass vaccinal, de ne pas avoir été vaccinée, de pouvoir faire ce que je veux comme je veux. Aujourd'hui, ça nous permet de retrouver la liberté. Voilà. Très simplement. Donc je ne saisis pas l'intérêt, de nouveau, de manifester. Alors, il y a droit à manifestation, c'est pas la question. Mais je ne comprends pas et je pense qu'on a des difficultés à se comprendre, justement. Vous avez vu les images à Paris, pas d'affrontement, mais en tout cas de tension entre manifestants et policiers. Qu'avez-vous pensé en les voyant, ces images ? Écoutez, moi je pense qu'il faut absolument qu'on retrouve le calme, qu'on retrouve la capacité de s'écouter, d'échanger, de ne pas être d'accord forcément, mais en tous les cas de faire en sorte qu'il y ait un dialogue. Et ça, c'est le premier point que je voudrais souligner. Je le fais moi quand je rencontre des habitants dans la rue, parce que il arrive quand même que je sois dans Melun ou ailleurs, et dans ma permanence, je crois qu'il faut échanger, dialoguer et essayer de ne pas être totalement obtus et borné. Alors, Aude Luquet, député de Seine-et-Marne, est avec nous. L'actualité, ce sont également les différentes campagnes qui commencent, présidentielles, législatives. Vous avez pris une décision, vous avez pris la décision d'annoncer votre décision pour les législatives ? Je crois que la priorité, c'est d'abord de se concentrer sur la campagne des présidentielles, d'attendre en tous les cas que le président se déclare et de faire campagne. Alors, vous avez parrainé Emmanuel Macron. Il y a cette idée du chef de votre parti, le MoDem, François Bayrou, de banque des parrainages, c'est-à-dire faire une espèce de pot commun de parrainage pour aller aider les candidats qui ont du mal à avoir leur signature, les candidats au-dessus de 10%, c'est ça ? C'est ça. Et vous êtes une fervente supportrice de cette mesure de François Bayrou ? En tous les cas, je trouve que cette initiative est intéressante parce que moi, je souhaite effectivement que toutes les opinions s'expriment.
et même si je ne suis pas d'accord avec les opinions ou les idées qui sont portées par ceux qui sont dans l'extrême, que ce soit Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen. Marine Le Pen, oui, j'ai un peu d'années de retard. Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour. L'idée, c'est que je crois qu'on ne combat pas ces extrêmes par la sélection, mais on va pouvoir les combattre par l'élection. Donc le principe peut être expliqué aux gens, c'est-à-dire Oui. que ces 3 candidats ont du mal à atteindre les 500 signatures, il doit Oui. être entre 150 et 260 il me semble pour les 3, sur 500 il reste 3 semaines à peine pour les obtenir. Vous vous dites des élus MoDem vont pouvoir apporter leur signature? Des élus, non pas forcément MoDem, d'ailleurs des élus. Ok. Voilà, vous savez qu'il y a 42 000 élus qui peuvent apporter leur parrainage. Il s'agit pas on n'a pas 42 000 élus MoDem malheureusement, mais il s'agit que les élus puissent effectivement apporter leur parrainage. Qui dit parrainage ne dit pas soutien. L'idée, c'est que la démocratie puisse s'exprimer de manière à ce que ces 3 candidats puissent, en tout cas, se présenter parce qu'ils portent un courant, parce que, vous l'avez vu, Marine Le Pen était au 2e tour des élections présidentielles en 2017 et qu'elle n'a pas pu créer de groupe non plus à l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui, on parlait de dialogue, on parlait d'écoute, et ben, ça fait partie aussi de la capacité, de cette richesse de notre démocratie. Vous dites aux élus d'arrêter de parrainer Emmanuel Macron, Valérie Pécresse, Anne Hidalgo, qui sont déjà au-delà des 500? Non, moi je donne aucun. Non, je pense que aujourd'hui, si j'en crois ce qu'a dit François Bayrou, il y a entre 200 et 300 élus qui ont déjà, on a entre guillemets stocké les parrainages pour voir ce qui va se passer après. Mais l'important, c'est que vous imaginez une élection sans ces 3 courants politiques. Je veux dire, ça n'aurait pas de sens. Ça n'aurait pas de sens. Donc, arrêtons de se recroqueviller, n'ayons pas peur, échangeons, débattons, et on verra ce qui se passera aux élections présidentielles. Aude Lucas, députée de Seine-et-Marne, est-elle invitée d'Oxygène? Merci à vous. Merci beaucoup.